Quelque part dans les rases collines du pays zoulou, un petit enclos avec 3 stèles toutes simples rappelle aujourd'hui ce drame. Chaque année, on y organise une célébration, tout comme à Pietermaritzburg où une messe est dite à l'église catholique Sainte-Mérie le dimanche le plus proche du 1er juin. Pour cette messe, nous avons un père qui parle français. Donc, lui, il prononce la messe en français, en anglais et en latin, pour honorer le prince et les 2 soldats anglais qui sont morts avec lui. Et normalement, l'ambassadeur de France ou le consul général ou le premier conseiller, il pose des gerbes sur les tombeaux des 2 soldats anglais qui sont enterrés là et une sur la stèle du prince. Oui. Ça, c'est à Utrecht. C'est la communauté où on trouve la stèle du prince, qui est à 315 km de Pietermaritzburg. Chaque année, c'est devenu une tradition maintenant. Puisqu'on est à Pietermaritzburg, restons-y, toujours en compagnie de Glenn Flanagan. La chapelle de la Sainte-Marie, construite en 1852. Bon voilà, le prince, quand il était ici à Pietermaritzburg, parce qu'il a passé 5 jours ici, il a assisté à la messe ici, tous les jours. Donc en vie et en mort, disons, si je peux dire ça, sa présence était dans cette chapelle. C'est-à-dire quand on a rapporté ces dépouilles mortelles des champs de bataille de guerre anglo-zoulous, il est posé dans cette chapelle pour une nuit. Ces dépouilles sont restées ici et le lendemain matin, il y avait la messe de Requiem. Et tous les importants de la ville ont assisté à cette messe, même les protestants. Et tous les magasins étaient fermés lors de ce jour. Et après, ces dépouilles mortelles sont descendues à Durban pour être transportés à Cape Town et finalement en Angleterre. Hello Daphne, how are you? Yes, this is Daphne, c'est la gardienne. Bonjour, hello. God is sad. It's in the chapel, museum. Et voilà, ça c'est la chapelle Sainte-Marie. C'est un lieu qui est très solennel, là, hein. C'est Oui. presque dépouillé, il y a quelques tableaux sur les murs, une succession de bancs très simples en bois, très jolis. En face de nous, un portrait de Jean-Paul II, je crois, Oui. assez moderne. Voilà, tout au fond, un pupitre en bois pour l'autel. Ici est posé le cercueil du prince. Alors là, ici, il y a une sorte de petite pièce de moquette au milieu de la Oui. salle. Pour marquer où est posé le cercueil du prince à l'époque. Et ce que nous faisons pour la messe de Requiem, nous avons cette sculpture du prince que vous avez vue au musée, j'en ai une chez moi, on pose ça au milieu avec les roses du prince impérial autour et on a beaucoup de bougies et des chandelles. Pourquoi est-ce que vous le célébrez avec autant de ferveur, ce prince Napoléon ? Mais en honneur de son passage, oui, voilà. L'itinéraire autour du prince impérial passe aussi par le musée Voortrekker de Pietermaritzburg. Vous voyez le prince là, son portrait, voilà. Ouais, on le voit en nœud papillon, dans une tenue d'apparat, assis, jeune, hein, il est jeune. Il avait 23 ans. Tout autour de nous, il y a des vitrines avec une dominante de bleu, surmontée d'un drapeau français. Et dans ces vitrines, plein de petits objets. Ça, c'est la montre du prince. Quand il était ici, c'est le seul de ses effets qui reste en Afrique du Sud. Et comme le guerrier Zoulou a glissé ça dans sa poche, il a plus tard présenté ça au médecin Oftebro qui a guéri sa femme. Et ça appartient toujours à cette famille, Wise. Et là, vous avez quelques mèches du prince. Parce que selon l'habitude victorienne, il fallait toujours couper des mèches quand on identifiait le corps. Et ça, c'était coupé ici à Pietermaritzburg. Sous verre, il y a quelques cheveux simplement. Oui, c'est ça, quelques cheveux du prince. Et là, derrière nous, on voit donc un uniforme. Oui, c'est pas tout à fait l'uniforme du prince, mais c'était l'uniforme de l'époque porté par les officiers de l'armée anglaise. Le prince portait une veste bleue. Parce que puisqu'il était français, il ne pouvait pas porter une veste rouge comme les autres soldats. Donc c'était une veste irrégulière de son régiment. Pietermaritzburg est aujourd'hui la première étape d'une route touristique, la route du prince impérial qui part de Durban. Elle permet de visiter le KwaZulu-Natal tout en suivant les traces de Louis et de sa mère. Un an après la mort du prince, l'impératrice a poursuivi ses pas. Et l'impératrice, elle voulait venir, disons pour elle, son pèlerinage était personnel. Elle ne voulait pas l'acclamation du public. Donc elle a dit, s'il vous plaît, respectez mon deuil. Parce qu'elle est restée, comme le prince, dans l'ancienne maison du gouverneur, qui est tout près de la gare. Et elle aussi ne voulait même pas venir ici assister à la messe. Le prêtre est passé
à la résidence du gouverneur pour prononcer la messe tous les jours. Et l'impératrice a pris ses 51 jours sous la tente en montant dans le Zululand pour passer l'anniversaire de la mort du prince où il a été trouvé, à Ukwekwe. L'idée de cette route est de quand même s'amuser en route parce qu'on passe par un paysage magnifique. C'est vraiment les panoramas d'Afrique, c'est superbe. Deuxièmement, on passe parmi les Zoulous et leurs villages, les villages qui sont un peu perdus dans la brousse. Et c'est ça qui fait le charme. Et une fois c'est rendu dans la communauté, au lieu d'avoir un village touristique comme on trouve dans les Zululand ailleurs, où les gens gagnent leur vie en dansant un peu d'un air fatigué, là on est dans ce village où habitent les gens. Et pour moi ça c'est plus authentique. En voyage sur les pas du prince impérial, les chemins repassent toujours par le château de Compiègne, au nord de Paris. Au fond du musée de l'impératrice, un espace est entièrement dédié au drame sud-africain. L'émotion est intense à cause des objets exposés. Laure Chaban est le conservateur du lieu. Alors, je disais tout à l'heure que l'impératrice Eugénie avait accumulé toutes les reliques possibles de son fils. Et en ce qui concerne la mort du prince impérial au Zululand en 1879, cela prend un caractère assez extraordinaire parce qu'en fait, elle a collecté tous les objets qui avaient un rapport direct avec sa mort. Donc, elle a gardé tous les vêtements que portait son fils lors de son décès, percé des coups de saguet qui l'ont tué. Elle a gardé également les saguets qui l'ont tué, la peau de buffle dans laquelle le corps de son fils a été ramené du lieu de l'attaque jusqu'au campement. Donc, Le gilet criblé de trous de saguet. On les voit très très bien, hein. Ça a l'air d'être un gilet en cuir, donc on voit bien les encoches. Oui, tout à fait, on voit bien les encoches. Nous avons également un très émouvant sac de voyage, qui est le sac que le prince impérial avait emmené au Zululand, avec tout son attirail. Donc on a des briquets, on a même encore des cachets contre le mal de mer dans ce sac. On a vraiment tous les petits objets qu'il avait préparés pour son voyage, un miroir de voyage. C'est vraiment très émouvant lorsqu'on ouvre ce sac et qu'on en inventorie le contenu. On a vraiment l'impression qu'on va partir avec lui pour ce dernier voyage qui bien sûr fut tragique. Il est où ce prince impérial aujourd'hui, Jean-Claude Lacnit ? Le corps du prince impérial et le corps de Napoléon III ont été inhumés en 89 dans la crypte d'une très belle église que l'impératrice a fait construire à Farnborough, l'abbaye Saint-Michel de Farnborough, en Angleterre, aux environs de Londres, pas très loin de Windsor, pour justement être près de la reine Victoria. Et ce sont toujours des bénédictins qui honorent et entretiennent donc le souvenir de Napoléon III, du prince impérial et de l'impératrice, qui est inhumée également dans cette crypte depuis 1920. Il meurt en 79 et vous me parlez d'une chapelle qui est construite 10 ans après. Que fait Eugénie ? Qu'est-ce qui se passe ? Le cercueil a été donc transféré à Camden Place et l'impératrice aurait voulu le faire inhumer dans l'église là où était inhumé Napoléon III. Mais pour Napoléon III, elle avait réussi à faire agrandir un peu cette petite église pour y installer le tombeau offert par la reine Victoria. Il n'y avait plus de place pour un deuxième tombeau et on ne pouvait pas agrandir davantage l'église car elle se trouve au milieu d'un cimetière et il n'était pas question de supprimer des tombes pour agrandir l'église. Alors l'impératrice, qui ne pouvait pas se résoudre à ce que le cercueil de son fils soit définitivement installé dans un petit couloir sur 2 tréteaux entre l'église et la sacristie. Pourquoi c'était comme ça que c'était ? Parce qu'il est resté 10 ans comme ça. 10 ans dans un couloir qu'on avait fermé par une petite grille. Il n'y avait pas d'autre place pour mettre le cercueil du prince. Et l'impératrice a acheté le terrain à Farnborough pour faire construire cette église avec cette crypte où ils sont enterrés maintenant. Et c'est à ce moment-là, mais en 89, que Napoléon III et le prince impérial ont été inhumés définitivement. Et en 1920, l'impératrice, dans un 3e tombeau également identique, qui est situé derrière l'autel, relie en quelque sorte le père et le fils. L'église et la crypte de l'abbaye de Farnborough, à 45 km de Londres, se visitent tous les samedis
à 15h. Et puis, il reste un lieu important dans la vie du prince qu'il faut aussi aller voir, c'est le château d'Arenenberg. Louis y passa les derniers étés de sa vie. Oui, ce château est situé sur les hauteurs d'une rive du lac de Constance, en Suisse, tout près de la frontière allemande, pas très loin des chutes du Rhin, aussi des célèbres chutes du Rhin. C'était la résidence de sa grand-mère, la reine Hortense. Aujourd'hui, c'est un très joli musée entièrement meublé, dédié à la famille Napoléon, et il possède, lui aussi, de nombreux souvenirs de ce fameux loulou.